Le marché du désespoir. S'il existe une clé indispensable pour comprendre les bouleversements qui secouent aujourd'hui le monde arabo-musulman en général, elle ne se trouve ni dans les cartes géopolitiques, ni dans les discours officiels, ni même dans les affrontements militaires qui occupent quotidiennement les écrans du monde entier. Elle réside dans une réalité beaucoup plus profonde, beaucoup plus silencieuse et infiniment plus déterminante. L'accumulation du désespoir. Car avant d'être un phénomène économique, politique ou sécuritaire, le désespoir est un état psychologique collectif capable de transformer la manière dont les peuples perçoivent le monde, interprètent leur histoire et envisagent leur avenir. Lorsqu'une société entière commence à perdre confiance dans la possibilité d'améliorer son existence par le travail, l'éducation, la participation citoyenne ou les institutions publiques, quelque chose de fondamental se brise dans son rapport à la réalité. L'avenir cesse alors d'apparaître comme un horizon ouvert et devient une impasse. Le temps lui-même semble se figer. Les promesses ne sont plus crues. Les réformes ne suscitent plus d'espoir. Les élections paraissent inutiles. Les débats intellectuels semblent déconnectés des souffrances concrètes. Et lorsque cette situation perdure durant des années, parfois des décennies même, elle crée un terrain extraordinairement fertile pour toutes les formes de radicalisation politique, religieuse d'ailleurs ou idéologique. Car l'être humain supporte difficilement le vide. Lorsqu'il ne trouve plus de réponse crédible à son angoisse, il finit presque toujours par se tourner vers les réponses les plus simples, même lorsqu'elles sont fausses. C'est là que commence le véritable danger. Le problème n'est pas uniquement l'existence de discours extrémistes. Le problème est l'existence de populations suffisamment blessées pour les trouver séduisants. Une idée radicale ne prospère jamais dans le vide. Elle prospère dans les ruines de la confiance collective. Elle grandit dans les sociétés où les citoyens ont le sentiment d'avoir été abandonnés par leurs dirigeants, trahis par leurs institutions et oubliés par l'histoire. À partir de cet instant, la politique cesse progressivement d'être l'art de résoudre les problèmes pour devenir l'art d'exploiter les frustrations. Les émotions remplacent les arguments, les slogans remplacent les analyses, les mythes remplacent les faits, les blessures remplacent les projets. Ce glissement est particulièrement visible lorsque les sociétés vivent des traumatismes prolongés. Plus une population souffre, plus elle devient vulnérable aux récits qui lui offrent des coupables faciles, des explications simplifiées et des promesses absolues. Les entrepreneurs de la colère l'ont parfaitement compris. Ils savent que l'être humain, accablé par l'incertitude, ne recherche pas nécessairement la vérité. Il recherche avant tout un soulagement psychologique. Peu importe que les solutions proposées soient irréalistes, contradictoires ou dangereuses. Ce qui compte est qu'elles procurent un sentiment immédiat de clarté dans un univers devenu confus. C'est pourquoi les discours les plus efficaces ne sont pas toujours les plus rationnels. Ils sont souvent les plus émotionnels. Ils offrent une identité à ceux qui se sentent invisibles. Ils offrent une cause à ceux qui se sentent inutiles. Ils offrent un ennemi à ceux qui cherchent une explication à leur souffrance. Ils offrent une grandeur imaginaire à ceux qui vivent l'humiliation quotidienne. Et surtout, il offre l'illusion qu'un changement spectaculaire pourrait résoudre instantanément des problèmes qui sont en réalité le résultat de décennies d'accumulation historique. L'une des caractéristiques les plus préoccupantes de cette dynamique est la transformation du passé en instrument politique. Au lieu d'être étudiée pour comprendre les erreurs, l'histoire est souvent mobilisée pour alimenter les ressentiments. Les blessures anciennes deviennent des ressources idéologiques. Les défaites deviennent des mythes fondateurs. Les tragédies deviennent des arguments. Les mémoires collectives cessent alors d'être des espaces de réflexion pour devenir des arsenaux émotionnels. Chaque camp sélectionne les épisodes qui servent sa narration, amplifie les souffrances qui le concernent et minimise celles des autres. Peu à peu, la complexité disparaît. Les nuances deviennent suspectes, les questions sont remplacées par des certitudes, la pensée critique est perçue comme une trahison, celui qui analyse devient suspect.
Celui qui doute devient un ennemi. Celui qui nuance devient un obstacle. Ainsi, naît une culture intellectuelle où la fidélité au récit compte davantage que la recherche de la vérité. Dans un tel environnement, la jeunesse devient particulièrement vulnérable. Non parce qu'elle serait moins intelligente, mais parce qu'elle est souvent la première victime du manque de perspective. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme ne voit ni emploi stable, ni mobilité sociale, ni présentation politique, ni plutôt dire ni représentation politique crédible, ni projet collectif mobilisateur, il devient naturellement réceptif aux discours qui lui promettent une mission historique. Les idéologies les plus radicales prospèrent précisément là où les sociétés échouent à produire de l'espérance. Elles transforment la frustration en identité, l'humiliation en fierté et le désespoir en engagement. Elles offrent à des existences désorientées un sentiment d'appartenance que les institutions traditionnelles ne parviennent plus à fournir. Pourtant, cette consolation a un coût immense. Car lorsqu'une société commence à penser davantage avec ses blessures qu'avec sa raison, elle devient prisonnière d'un cycle de répétition. Les mêmes erreurs se reproduisent sous des formes différentes. Les mêmes promesses réapparaissent avec des nouveaux visages. Les mêmes passions sont mobilisées. Les mêmes déceptions suivent. Les mêmes désastres reviennent. Et chaque génération hérite des frustrations de la précédente en y ajoutant les siennes. Le résultat est un épuisement collectif qui finit par affecter non seulement l'économie ou la politique, mais également la culture, l'éducation, la créativité et la capacité même d'imaginer un avenir différent. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement la lutte contre telle ou telle idéologie particulière, il est beaucoup plus profond. Il consiste à reconstruire les conditions psychologiques qui permettent à une société de croire de nouveau en elle-même. Car une réforme durable ne peut prospérer dans un climat de désespoir généralisé. Aucune démocratie ne peut fonctionner lorsque les citoyens sont convaincus que tout est joué d'avance. Aucun développement économique ne peut suffire lorsque les blessures identitaires deviennent le principal moteur des comportements collectifs. La reconstruction commence toujours par une révolution plus discrète, celle de la conscience. Elle exige le courage de remettre en question les récits confortables, d'accepter les vérités complexes et de reconnaître que les peuples ne sont pas condamnés à répéter éternellement les mêmes tragédies. Cette démarche est difficile parce qu'elle prive les individus des certitudes qui les rassurent. Elle oblige à regarder l'histoire avec lucidité plutôt qu'avec nostalgie. Elle demande de distinguer la mémoire de la manipulation, la foi de l'instrumentalisation, le patriotisme de l'aveuglement et l'espoir de l'illusion. Pourtant, c'est précisément cette maturité intellectuelle qui représente aujourd'hui la ressource la plus précieuse et la plus rare. Car le combat contemporain n'oppose pas seulement des armées, des gouvernements ou des intérêts stratégiques. Il oppose deux visions de l'esprit humain. La première cherche à entretenir les blessures afin d'en tirer du pouvoir. La seconde cherche à les comprendre afin de les dépasser. La première vit de la peur, de la colère et de l'humiliation. La seconde se nourrit de lucidité, de responsabilité et de confiance retrouvée. Et c'est peut-être là que se joue l'avenir véritable de ces peuples. Non pas dans leur prochaine crise, ni dans leur prochain conflit, mais dans la capacité de ces peuples à refuser de devenir les prisonniers de leur désespoir. Car tant que la souffrance continuera d'être transformée en marchandise politique, les tragédies se succéderont. Mais le jour où les sociétés retrouveront la force de penser au-delà de leurs blessures, elles découvriront que l'avenir ne se construit ni avec les mythes, ni avec les rancœurs, mais avec cette lucidité exigeante qui, seule, permet à une civilisation de sortir du cercle des répétitions et d'entrer enfin dans celui du renouveau.